J'ai le plaisir de vous retrouver ce matin dans le cadre donc de ces journées AFTE. Vous le savez, donc ça se déroule sur 2 jours, ce qui est pour moi l'occasion de faire 2 discours, un d'introduction hier matin et un autre ce matin, donc j'espère ne pas vous lasser avec mes propos. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir encore une fois dans cet auditorium. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver ce matin donc, dans ces lieux chargés d'histoire pour poursuivre la 2e journée de nos travaux. J'en profite pour à nouveau renouveler mes sincères remerciements à tous ceux qui ont largement œuvré sans ménager leur peine pour que ce cru 2014 des journées de la FTE soit un splendide millésime. À cet égard, mes remerciements vont d'abord à l'ensemble du comité projet copiloté par Madame Dominique Expert et Monsieur François Dalverny. Je remercie également la structure support et plus particulièrement notre déléguée générale, Madame Véronique Nassour, et sa collaboratrice, Madame Aurélie Pouzet, qui assure une logistique de haute tenue afin que l'ensemble des participants soient parfaitement traités. J'adresse également mes plus vifs remerciements à tous nos sponsors présents autour de l'auditorium pour leur conscience et leur engagement aux côtés de la FTE. Il s'agit là d'une très bonne illustration de la relation gagnant-gagnant qui nourrit depuis plus de 30 ans une spirale vertueuse. À tel point que nous pourrions rapidement être amenés à nous poser la question du maintien de cette manifestation dans ces lieux prestigieux, mais devenus sans doute trop étroits. Voilà la rançon du succès. Enfin, je ne peux refermer ce chapitre sans naturellement remercier chaleureusement la 60aine d'intervenants qui nous ont fait l'amitié de libérer quelques instants de leur agenda pour venir nous faire part de leur analyse, de leur point de vue, de leur anticipation, de leurs conseils. Et donc, un grand bravo à tous. Donc, comme vous vous en souvenez sans aucun doute, l'année dernière, donc, la FTE avait demandé à M. Michel Pébreau, président d'honneur de BNP Paribas, de bien vouloir ouvrir nos journées 2013, en nous faisant part de ses réflexions sur l'état du système financier mondial. Cette année, nos travaux sont essentiellement orientés vers 2 nouvelles frontières que sont donc l'internationalisation d'une part et l'innovation d'autre part. En effet, il s'agit là de 2 carburants devenus nécessaires au bon fonctionnement du moteur des entreprises, mais il s'agit surtout de 2 dimensions qui font désormais partie intégrante de l'univers du trésorier. Nos réflexions ont donc démarré hier matin par le formidable exposé de M. Xavier Fontanet, ancien président de Essilor, qui nous a dit qu'en dépit de frilosité nationaliste exprimée un peu partout en Europe, donc de par son analyse chiffrée mais aussi son enthousiasme, M. Fontanet nous a largement convaincus de faire confiance à la mondialisation, sans aucun doute le meilleur moyen de pratiquer l'excellence. De plus, il a su captiver notre attention en nous démontrant que si la France avait du mal à se maintenir en bonne place dans la course hippique mondiale, c'était surtout en raison d'un couple cheval-jockey de plus en plus mal proportionné. Le jockey français, autrement dit l'État, devenant de plus en plus grassouillet, tandis que le cheval qui le porte, autrement dit essentiellement les entreprises, ne cesse de s'amaigrir. Mais si d'autres ont réussi à revenir dans la course, comme la Nouvelle-Zélande ou le Canada, pourquoi pas nous ? C'est donc le titre de son dernier ouvrage. Ce matin, c'est un ami que nous avons l'immense plaisir d'accueillir, puisque je crois que c'est la 3e fois, François, que vous nous faites l'honneur de répondre positivement à notre invitation. Et je vous en remercie du fond du cœur. Vous le savez, nous avons donc demandé à M. François Peyrol, qui est président du groupe BPCE, de bien vouloir se livrer pendant 45 minutes à un numéro d'économie-fiction sur le thème « Notre monde dans 10 ans ». Bon courage, François. Mais avant de lui laisser le micro, permettez-moi de vous dire quelques mots, non sur le diptyque internationalisation-innovation, puisque je l'ai déjà fait hier, mais sur 3 grands thèmes qui, selon moi, peuvent actuellement préoccuper un trésorier. Il me semble qu'aujourd'hui, la première préoccupation d'un trésorier est de savoir comment gérer son cash, bien évidemment celui de l'entreprise, dans un environnement de taux bas. Le 2e sujet concerne, selon moi, davantage les ETI et PME et est relatif à la couverture de leurs besoins de financement. Et je vous dirai quelques mots concernant donc les interventions récentes des compagnies d'assurance en ce domaine. Quant au 3e thème, il est plus large et tourne autour de la solidité de l'environnement financier dans lequel nous évoluons.
Vous le savez, après que quelques grands groupes ont frôlé la catastrophe en 2002, lors de l'explosion de la bulle Internet, donc le cash, mais surtout la liquidité, sont devenus des critères essentiels d'hygiène financière. À tel point que depuis une dizaine d'années, les agences de notation demandent tous les trimestres à tous les corporate émetteurs une analyse de leur position de liquidité. Compte tenu de l'évolution des taux, tous les groupes ont ces dernières années largement émis sur des marchés obligataires pour se constituer à bon compte, tout au moins le pensait-il, une cagnotte leur permettant de faire face à tout imprévu. De plus, ces positions longues en cash ont été bien souvent renforcées par des crédits syndiqués et des lignes bilatérales, même si certaines viennent sécuriser des programmes de papier commercial. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de sa liquidité et de son cash, le trésorier est confronté à la problématique suivante. Soit je soigne ma dette nette, et dans ce cas, je veux que mon cash soit considéré comme du vrai cash pour être déduit de mon endettement brut, et je ne peux donc le placer que dans des supports liquides et surtout dénués de tout risque en capital. Et dans ce cas, je constate, hélas avec tristesse, que le rendement obtenu est quasi nul. Soit l'agrégat dette nette est peu important, et dans ce cas, je peux envisager des supports plus rémunérateurs, mais plus risqués. Notons que, globalement, chez les trésoriers, cette seconde posture se rencontre rarement. Au plan marché, en dépit d'un euro-dollar qui a baissé, je le rappelle, de plus de 10% depuis le début de l'année, baisse largement compensée, ou tout au moins en partie compensée par une chute du Brent de 10% sur même période, voire même 15% si on fait référence au plus haut atteint en juillet dernier, il semble que tout converge pour affirmer que nous resterons dans un environnement de taux bas encore longtemps, et ce pour au moins deux raisons. La première, d'abord, donc des divergences persistantes entre les dynamiques économiques au sein de la zone euro, prenons l'exemple donc de la Grèce, comparé à celui de l'Allemagne, et ensuite une inflation quasi nulle, ce qui incite la BCE à continuer à baisser, si elle le peut, ses taux directeurs pour que la zone euro ne rentre en aucun cas dans une spirale déflationniste avec des taux directeurs quasi nuls, ça semble délicat. Enfin, que cet environnement de taux bas ne lui coûte pas trop cher. Le trésorier est en permanence conduit à ajuster au cordeau la gestion quantitative de sa liquidité. Autrement dit, quelle est la prime d'assurance que l'entreprise est prête à payer, le différentiel entre le coût de ces fonds et leur rendement, afin d'être toujours en mesure de faire face à tout imprévu, tant interne, une acquisition par exemple, ou externe, le cas d'une défaillance bancaire. J'en arrive maintenant à mon deuxième thème, à savoir le financement des ETI-PME. En effet, en ce qui concerne la couverture de leurs besoins de financement, les grands corporates aujourd'hui, convenablement notés, ne rencontrent pas de difficultés particulières. Du côté des ETI et PME, en revanche, certains indiquent que des banques ont exprimé des réticences, pour ne pas dire un veto catégorique, à exaucer certaines de leurs demandes de financement. À l'analyse, il apparaît que les nouvelles réglementations de type BAL 3 n'ont pas, contre toute attente, constitué un frein au financement pour la bonne et simple raison que, simultanément à l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes portant sur les fonds propres, mais surtout sur le niveau de liquidité des banques, la demande de crédit a notablement chuté du fait du ralentissement de l'économie. Des études ont montré que le financement bancaire pouvait être assuré par les établissements de crédit tant que la croissance annuelle des investissements ne dépassait pas 4%. Or, depuis de nombreux mois, la croissance des investissements est nulle, voire négative. Rappelons par exemple que dans le secteur de la construction, les mises en chantier sont actuellement inférieures de 35% à leur niveau affiché avant la crise. Bien sûr, il est toujours intéressant de réfléchir à la manière dont les ETI pourraient explorer et exploiter de nouveaux gisements de financement, entre autres des intermédiaires. Mais dans la mesure où, hélas, il n'est pas prévu à court terme de redémarrage de l'investissement, il me semble qu'il n'y a pas urgence à vouloir mettre en place des financements de marché de type EuroPP ou Schuldschein. Encore une fois, il faut bien comprendre que globalement, ce ne sont pas les banques qui doivent être pointées du doigt, mais bien plutôt l'absence de demande et donc le fait que les besoins d'investissement correspondants ne sont pas au rendez-vous. Ceci étant, évitons naturellement d'afficher une naïveté béate,
car nous savons aussi que certains établissements ont pris largement prétexte du durcissement de la réglementation bancaire et de la prise de pouvoir, donc de la direction des risques en leur sein, pour faire le ménage dans leur portefeuille client. À cet égard, je rappelle que la FTE est une force de proposition majeure dans le cadre des travaux menés par la Place de Paris, visant à permettre aux ETI d'accéder au marché de financement des intermédiaires. Mais il me semble que la FTE se doit également de développer une action pédagogique en direction des PME pour qu'elles veillent à produire des demandes de financement motivées et claires à leurs banquiers. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les compagnies d'assurance ont exprimé la volonté de participer activement au financement de l'économie. Soit. Mais j'ai personnellement du mal à imaginer que dans le cadre d'un vaste mouvement de désintermédiation, les clients des assureurs et leurs financeurs, autrement dit les épargnants et les investisseurs tant obligataires qu'en actions, acceptent sans sourciller de prendre du risque ETI. En tant qu'épargnant, on peut tolérer que les compagnies d'assurance soient à la recherche d'un booster, mais ce type d'intervention devrait, somme toute, me semble-t-il, rester marginal. Me reste à aborder mon troisième et dernier thème, le risque bancaire. En dépit des stress tests passés brillamment par près de 140 banques européennes, à l'exception d'une poignée, est-on réellement sûr que le système financier mondial est bien à l'abri d'une nouvelle crise ? Autrement dit, est-il raisonnable pour un trésorier de considérer que le risque de contrepartie bancaire est aujourd'hui devenu quasi nul ? Peut-on estimer que, compte tenu du renforcement récent de l'arsenal réglementaire déployé dans les principales zones financières de la planète à travers Dodd-Frank aux États-Unis et Bâle III en Europe par exemple, la finance est désormais mieux encadrée ? À la lecture du rapport moral sur l'argent, c'est presque antinomique, mais bon, dans Le Monde récemment édité par l'Association d'économie financière avec l'aide de la Caisse des dépôts, on en conclut que la réponse est loin d'être positive. Et le sommet du G20 qui vient de se tenir à Brisbane n'apporte aucune réponse à cette question, pourtant fondamentale pour la survie de nos économies. Car nous n'avons plus les moyens de nous payer une nouvelle crise financière. En effet, en zone euro au moins, la politique monétaire est quasi inexistante et les déficits publics sont tels que les politiques budgétaires sont totalement atrophiées. Or, que constatons-nous sur les marchés d'instruments dérivés ? Les encours sur produits dérivés sont actuellement bien supérieurs à ce qu'ils étaient en 2007. En effet, ils s'élèvent à plus de 700 000 milliards de dollars, grosso modo un 7 suivi de 14 zéros, ce qui signifie par conséquent qu'on est à peu près dans l'art abstrait le plus total. Autrement dit, c'est pratiquement 50 fois le PIB américain et plus de 10 fois le PIB mondial. C'est au moins 3 fois le PIB, c'était moins de 3 fois le PIB mondial il y a 15 ans. Et même si en matière de dérivés, il y a en théorie, vous le savez, une compensation relative des positions, on se rend bien compte qu'il suffirait qu'un acteur, une banque, ne puisse pas honorer ses engagements pour que tout le système se bloque instantanément. C'est la raison pour laquelle le milliardaire américain Warren Buffett considère que les produits dérivés sont une arme de destruction massive. En zone euro, même si désormais la BCE est le seul superviseur des 120 plus grandes banques européennes et que d'ici 2024, un fonds de résolution sera constitué à hauteur de 55 milliards d'euros, on perçoit aisément le décalage entre l'immense danger que ces portefeuilles de dérivés potentiellement contiennent et la faiblesse des moyens susceptibles d'être mobilisés en cas de nouvelle crise. Je rajouterai volontiers à ce paysage 2 autres éléments, le trading haute fréquence et les fonds spéculatifs. En effet, le trading haute fréquence, de par le fait qu'il est intrinsèquement procyclique, contient un risque systémique très élevé. Quant aux hedge funds, il faut savoir que 12% d'entre eux travaillent à la City avec un effet de levier supérieur à 50. Autrement dit, ces acteurs affichent des positions plus de 50 fois supérieures au montant qu'ils ont à gérer. Pourquoi donc est-ce que le régulateur, toujours prompt à réglementer les activités financières de nos entreprises, je pense à la réglementation EMIR et MiFID par exemple, n'a pas considéré qu'un levier de 5 était un multiple à ne pas franchir ? De même, nous pourrions mettre en avant le décalage de la croissance des bourses et celle de l'économie mondiale, puisque depuis 2008, je rappelle que les capitalisations boursières ont été multipliées par plus de 2, tandis que l'économie mondiale, sur même période, n'a cru que de 12% environ.
On se rend donc bien compte que le spectre d'une crise financière, de mon point de vue, est loin d'avoir disparu, surtout si on rajoute le fait que les liquidités mondiales sont très importantes actuellement, les déficits publics et privés, je l'ai déjà dit, sont très élevés et que l'innovation financière ne cesse de se développer. Bref, le paysage financier s'est en quelques années radicalement transformé. Qui eût pu imaginer il y a peu qu'on verrait les taux à 10 ans à 1%, alors même qu'ils cotaient plus de 17% au début des années 80 ? Qui aurait imaginé qu'une banque, et mieux encore qu'un État, puisse faire faillite ? Si le constat que je viens de rapidement dresser n'est guère enthousiasmant, souvenons-nous cependant que ces évolutions économiques, politiques et financières auxquelles nous assistons en permanence constituent sans nul doute un des attraits passionnants de notre métier. Mais avant de laisser la parole à M. François Pérolle, qui va donc nous préciser la manière dont il voit peut-être le monde dans les 10 ans qui viennent, permettez-moi de vous le présenter rapidement. Monsieur Pérolle, donc, vous avez fait HEC, Sciences Po, l'ENA. Je pense que vous avez également d'autres diplômes, mais je ne les ai pas tous notés. Donc, vous débutez votre carrière en 1990 à l'inspection... 1990 ? C'est plus tôt, mais enfin bon, à l'inspection générale des finances. Après le comité interministériel de restructuration, le fameux CIRI, vous rejoignez la direction du Trésor en tant que chef du bureau des marchés financiers. Vous êtes secrétaire du club général du Club de Paris, donc l'organisme en charge des dettes des pays, puis sous-directeur du financement et développement des entreprises. Vous êtes nommé directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie et des Finances de l'Industrie en 2002 et vous faites vos premières armes en tant que financier à la banque Rothschild. Ça nous rappelle quelqu'un, tiens, en 2005, avant d'être nommé secrétaire général adjoint à la présidence de la République en 2007. Et vous êtes nommé à la tête du groupe BBCE au moment de sa création, c'est-à-dire donc en 2009. Voilà rapidement présenté votre résumé, comme on dit en anglais. Donc, je vous remercie pour votre attention et François, je vous laisse le pupitre. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, Philippe, de ces mots d'introduction, puis alors de nous avoir donné un tonus d'enfer en nous annonçant nombre de catastrophes pour les années qui viennent. On est gonflé à bloc, là. Bien. Alors, vous m'avez demandé d'intervenir sur notre monde en 2024. Je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur ce que je connaissais et que j'essaye au fond de vous faire partager la manière dont notre groupe a réfléchi à son avenir dans le cadre du plan stratégique que nous avons élaboré pour les années 2014 à 2017. Alors, ça n'est pas 2024, mais nous espérons tout de même que les orientations que nous avons prises pour les 4 prochaines années seront des orientations valables pour les 10 prochaines. Avant simplement d'expliquer comment nous avons travaillé et comment nous avons réfléchi et ce que nous avons retenu comme grande tendance et les conclusions que nous en avons tirées, je voulais simplement vous dire en quelques mots ce qu'était le groupe BPCE, parce que sinon il est difficile de comprendre la suite. Le groupe BPCE, c'est un groupe qui a été créé en 2009, vous savez, c'est la fusion du groupe des banques populaires et du groupe des caisses d'épargne. C'est un groupe qui a un total de bilan, alors le chiffre est un peu gros et je m'en excuse Philippe, mais de 1200 milliards d'euros, 1,2 trillion d'euros. À ce titre, nous avons l'avantage de figurer, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, hein, mais de figurer parmi les 30 groupes considérés comme systémiques sur le plan mondial. Ça s'explique essentiellement par notre taille. Le groupe est un groupe qui développe 3 types d'activités, pour aller à l'essentiel, qui font au total environ 23 milliards d'euros de revenus. D'abord, une activité de banque de proximité en France,
principalement à 99% en France, à travers les banques populaires, les caisses d'épargne, des marques que vous connaissez sans doute, car j'espère, mais aussi à travers la Banque Palatine, le Crédit Foncier. C'est une activité de banque et d'assurance qui représente à peu près les 2 tiers de notre activité et qui est exercée à travers, c'est notre originalité, pas si originale que ça en France, mais plus originale sur le plan européen et en tout cas sur le plan mondial, qui est exercée à travers 35 banques qui sont des banques régionales de proximité, banques populaires, caisses d'épargne, 18 banques populaires, 17 caisses d'épargne, qui sont des banques qui disposent de leur autonomie, chacune de leur bilan, de leur compte d'exploitation, qui ont un territoire, une région dans laquelle elles interviennent, et qui sont dans cette région banques de proximité pour les particuliers, pour les entreprises, pour les PME, et qui développent cette activité à l'intérieur d'un groupe et en solidarité les unes avec les autres, et qui appartiennent à leurs clients. Le capital des banques régionales est détenu par 8,8, bientôt 9 millions de leurs clients, qui détiennent des parts sociales, des actions coopératives, qui donnent un droit de vote, mais qui ne donnent pas droit à l'accès aux réserves, qui ne donnent donc pas droit à un dividende, qui donnent droit à un intérêt qui est fixé sur une base annuelle. Ça, c'est les 2 tiers de notre activité sur un marché, notre marché domestique, où nous avons une position qui est à peu près 21% en termes de crédit, enfin 22% en termes de crédit, 21% en termes de dépôt. Notre deuxième activité, c'est celle que vous connaissez sans doute le mieux, c'est la banque de grande clientèle, nous l'appelons banque de grande clientèle, c'est la banque de financement, la banque de marché, celle qui travaille à la fois pour les grands clients que vous êtes, grands corporates, grands investisseurs, grandes institutions financières, qui est développée à travers Natixis, que vous connaissez, qui est l'un de vos interlocuteurs, et qui développe des activités de financement, donc des activités de financement structuré, financement de projets, financement vanille également, des activités de marché, marché primaire obligataire, marché secondaire, marché equity, des activités également de dérivés, on pourra en parler, mais qui ont une particularité, c'est que ce sont des activités de clientèle. Et Natixis travaille exclusivement pour le compte de ses clients. Toutes les activités qui étaient des activités de compte propre, nous les avons arrêtées en 2009. C'est un choix stratégique que nous avons fait, considérant que l'intégralité de nos ressources devait être consacrée à nos clients. Ce qui était la moindre des choses pour un groupe qui appartient à travers ces banques régionales à un client. Natixis, c'est une société cotée. Nous en détenons 72%, et il y a 28% de capital qui est coté à la Bourse de Paris. Puis notre troisième activité, c'est la gestion d'actifs pour compte de nos clients. Nous gérons aujourd'hui un peu plus de 700 milliards d'euros d'actifs. C'est Natixis également qui développe cette activité, Natixis Global Asset Management. Comme la banque de grande clientèle, c'est une activité mondiale, c'est une activité internationale. Plus de 75% de nos revenus sont aujourd'hui faits aux États-Unis. Plus de la moitié des actifs gérés sont gérés aux États-Unis. C'est donc une activité qui est une activité mondiale, qui est présente dans une vingtaine de pays dans le monde et qui, comme la banque de grande clientèle, a vocation à s'adresser à tous les investisseurs, soit directement des investisseurs institutionnels, des corporates comme vous pour la gestion de leur trésorerie, ou des investisseurs retail à travers différents réseaux de distribution. Voilà notre activité. C'est donc 23 milliards d'euros de revenus. C'est aujourd'hui un peu plus de 60 milliards d'euros de fonds propres au total, en comptant les fonds propres hybrides, 46 milliards d'euros de fonds propres durs. Et c'est un groupe bancaire qui se développe depuis 2009. Alors, quand nous avons réfléchi à nos orientations stratégiques pour les 4 années à venir, nous nous sommes demandé, au fond, quels étaient les changements qui, sur les 10 années qui viennent, seraient des changements fondamentaux pour nos clients. Qu'est-ce qui affecterait leur comportement? Qu'est-ce qui affecterait leur manière de travailler avec nous? Qu'est-ce qui changerait leur vision du monde? Et quels sont donc les moteurs de leur évolution? Quels sont les moteurs de l'évolution de nos clients? Et comment nous, qui sommes dans un métier qui est un métier de relation, qui est un métier de service,
qui est un métier de proximité, comment nous sommes en mesure d'accompagner ces évolutions pour mieux accompagner nos clients et d'anticiper ces évolutions pour mieux accompagner nos clients. Alors, nous avons identifié en réalité 3 changements majeurs pour notre groupe. Alors, ils ne sont pas forcément valables pour tous les groupes bancaires, mais en tout cas, ils étaient valables pour notre groupe dans l'analyse que nous en avons faite. Le premier de ces évolutions, le premier de ces changements, c'est évidemment le changement technologique. Alors, plus exactement, c'est l'influence de la technologie sur les comportements de nos clients. Comment l'accès à la banque, comment la relation à sa banque est radicalement modifiée par l'existence de nouvelles technologies et la possibilité, alors notamment d'utiliser ceci pour entrer en relation avec sa banque, pour travailler avec sa banque, pour, je dirais, faire tout ce qui auparavant était réalisé via des contacts d'abord par une agence. En 2010, il y a une dizaine d'années, on va dire, 70% des contacts de nos clients en retail, en banque de proximité, 70% des contacts de nos clients se faisaient via l'agence. En 2015, donc 10 ans après, nous pensons que c'est à peu près 5%. Quand on regarde les chiffres pour l'ensemble de l'Europe, il y a en 2012 les contacts via mobile étaient de 90% inférieurs à ce qu'ils ont été en 2013. Et les contacts avec sa banque via mobile ont été quasiment multipliés par 2 et sont devenus plus importants en 2013 que les contacts qui sont établis via tous autres moyens de contact avec sa banque. Donc ceci, parce que ce n'est plus la banque Internet dont on parle, c'est la banque sur mobile, ceci change radicalement la relation des clients avec nos banques. Et elle la change notamment parce que nos clients utilisent, nos clients pas seulement particuliers, nos clients entreprises, nos clients PME, utilisent ceci dans tous les compartiments de leur activité. Et ils ont des expériences avec d'autres qui ne sont pas nos compétiteurs, qui leur paraissent intéressantes, qui leur donnent plus de convivialité, plus de fluidité, plus de transparence, plus de rapidité, plus d'efficacité. Avec Amazon, ils sont capables de savoir où en est leur commande en interrogeant leur mobile, ou quand est-ce que je vais être livré. Et donc, quand ils s'adressent à leur banque, nos clients imaginent assez volontiers que, grâce à ceci, en interrogeant leur application bancaire, ils pourraient savoir, par exemple, où en est leur dossier de crédit immobilier, plutôt que d'appeler leur conseiller en agence et de s'entendre dire qu'il est probablement au siège. Et donc, les expériences que nos clients ont avec d'autres vont transformer fondamentalement la relation qu'ils veulent avoir avec nous. Une fois de plus d'efficacité, plus de fluidité, plus de rapidité, plus de facilité de contact, plus de convivialité. Cela, ils l'attendent maintenant de leur banque. Et ça conduit à transformer radicalement la relation que nous avons aujourd'hui avec nos clients. Et donc, la première des évolutions pour nous, qui est sans doute la plus importante, qui est la plus transformante, c'est celle-là. Et maintenant, c'est la banque sur mobile, c'est l'arrivée des nouvelles technologies et surtout l'utilisation qu'on va en faire nos clients, la capacité que cela leur donne. Cela est à la fois évidemment pour nous nous incite à une forme de prudence ou de crainte en nous disant, au fond, nous qui avons des réseaux physiques de distribution, alors qu'allons-nous faire de ces réseaux physiques de distribution ? Et puis c'est aussi de formidables opportunités parce que c'est la capacité de proposer à nos clients de nouveaux services, de nouvelles façons de travailler avec leur banque. En tout cas, c'est pour nous une exigence de transformation sur, très certainement, les 10 années qui viennent. Donc, première des grandes évolutions pour les 10 années qui viennent, je ne sais pas ce que sera le monde en 2024, je sais simplement qu'en 2024, la digitalisation
peut l'appeler comme ça, la numérisation, la digitalisation des banques, sera très largement avancée. D'autant plus, comme vous le savez, que le rythme d'utilisation et d'acquisition de ces nouvelles technologies avance considérablement et est considérablement accéléré. Vous savez qu'il a fallu 68 ans pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs de l'avion. Et il a fallu 2 ans pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs de Facebook. Et 3 ans pour qu'il y ait plus de 50 millions d'utilisateurs de l'iPhone. Lorsque je discute avec un acteur chinois qui est le concurrent d'Alibaba et qui va bientôt lancer une banque en ligne, ils ont 400 millions d'utilisateurs sur leur plateforme, 400 millions. Bon. Leurs objectifs de vente de cartes bancaires pour la première année, c'est 50 millions. Alors évidemment, nous qui avons 36 millions de clients, ça nous conduit évidemment à réfléchir hein, à ce que nous sommes et à ce que nous sommes capables de faire. Donc, première des évolutions. Deuxième évolution qui transforme les comportements de nos clients, de notre point de vue, c'est évidemment ce dont Xavier Fontanet vous a parlé hier, c'est la mondialisation. Le potentiel de croissance de l'Asie est 10 fois supérieur dans les 10 prochaines années à celui de l'Europe. Le potentiel de croissance de l'économie américaine est 5 fois supérieur dans les 10 prochaines années à celui de l'Europe. Dans 10 ans, en 2025, l'Afrique sera le seul pays, la seule région du monde, la seule région économique à ne pas avoir achevé sa transition démographique. Ce sera donc la seule qui ne sera pas entrée en phase de vieillissement. Ces évolutions-là, et le fait que les pays dits émergents, à tort, la première puissance économique mondiale aujourd'hui, c'est la Chine, vous le savez. Hein, ça n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Donc, pays émergents, non, enfin, émergés non plus, enfin, pays. Les pays dits émergents, il y a quelques années, seront des acteurs à part entière de l'économie mondiale dans les 10 ans qui viennent. Et de l'économie mondiale et bien sûr de la scène géopolitique. Il y a 25 ans, on s'intéressait aux réunions du G7. Aujourd'hui, on s'intéresse aux réunions du G20. La façon dont les institutions internationales fonctionnent ne sera plus la même dans 10 ans, parce qu'on ne pourra pas cantonner la Chine, le Brésil, la Russie et d'autres dans des rôles de seconde zone, en laissant à des pays qui représentent de moins en moins de l'économie mondiale et de moins en moins, surtout, de la croissance mondiale, le soin de régler les affaires du monde à leur place. Donc, cette évolution-là, nos clients entreprises, l'ont évidemment tous en tête. Ils sont nos clients qui sont implantés ici, qui sont des clients français, qui sont des clients européens. Ils savent que leur potentiel de croissance se trouve, pour une bonne part, en dehors de leurs frontières. Et donc, ils cherchent à être accompagnés dans leurs opérations de financement, dans leur développement, par des banques qui soient capables de leur proposer des services qui vont au-delà de leurs frontières. Et cela, c'est évidemment une deuxième exigence. Et pour un groupe comme le nôtre, qui réalise 80% de son activité aujourd'hui en France, 80% de son activité en France, à travers son activité retail, c'est évidemment un enjeu considérable. Dans notre activité de banque de grande clientèle, nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 50% de notre activité en France. Et nous sommes maintenant à plus de 50% en dehors de France. Ce n'était pas le cas il y a seulement 6 ans. Dans notre activité de gestion d'actifs, nous sommes aujourd'hui majoritairement un gestionnaire d'actifs international, qui n'est plus français dans l'essentiel de son activité. Ça n'était pas le cas en 2009. En 2009, nous étions un gestionnaire d'actifs qui était à 2/3 un gestionnaire français. Nous sommes aujourd'hui un gestionnaire d'actifs qui est, dans ses revenus, à 2/3 un gestionnaire d'actifs basé aux États-Unis. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que nous avons fait le constat que le premier marché mondial de la gestion d'actifs, c'est les États-Unis, qui représentent un peu plus de la moitié de ce marché sur le plan mondial. Donc, deuxième évolution, qui était pour nous évidemment très importante, c'est comment
accompagner, et défi un peu vertigineux pour un groupe comme le nôtre, qui réalise aujourd'hui, une fois de plus, 80% de ses revenus, et dont 80% du bilan est à peu près booké en France, compte tenu d'une activité de retail domestique, qui est d'ailleurs notre force, qui représente les 2/3 de notre activité. Donc, deuxième grande évolution. La troisième grande évolution, elle est plus, je dirais, propre à notre secteur. Elle est indirectement une évolution de nos clients. Indirectement. Elle est le changement profond, Philippe en a dit un mot tout à l'heure, qui impacte l'activité bancaire, ou plus exactement la manière dont les banques se financent à travers la réglementation. La réglementation bancaire, première mi-temps 2009-2013, nous pensions que c'était la totalité du match. En fait, nous nous sommes trompés. C'était la première mi-temps. Donc, première mi-temps 2008-2013, deuxième mi-temps 2014-2019, transforme radicalement la façon dont les banques vont financer leur activité. Alors, ça a une conséquence indirecte sur nos clients, mais que vous allez très vite comprendre, c'est que nos bilans n'ont pas vocation à croître de façon considérable dans les années qui viennent. Nous avons un bilan, je l'ai dit, d'1 milliard, d'1 trillion, 1,2 trillion d'euros. Notre bilan cash, c'est-à-dire une fois éliminé les compensations, les dérivés, etc., est de 770 milliards d'euros. Ce bilan-là, dans la réglementation telle qu'elle est conçue, nous avons beaucoup de mal à le faire grandir. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a toute une série de ratios, ils sont 7. Moi, je les ai appelés les 7 mercenaires. Ils sont 7. Il y a une grande différence avec le film, c'est qu'à la fin, il n'y en a aucun qui meurt. C'est tout. Mais ils sont bien 7. C'est le ratio de solvabilité, le ratio de fonds propres durs. C'était exigence minimale, vous en souvenez, 2%. Vous en souvenez pas, mais pour vous donner une idée, c'était 2% dans le cadre de Bâle II. C'est aujourd'hui, pour un groupe systémique comme le nôtre, entre 8 et 10,5%. Entre 8 et 10,5%. Donc multiplication par 4 à 5. Les exigences pour que les fonds propres soient éligibles à ce ratio de solvabilité ont été considérablement renforcées. Donc la qualité du capital qui doit être celui des banques, elle a été rendue plus exigeante. Donc ratio de solvabilité, ratio total de solvabilité. Nous devons protéger nos créanciers seniors non sécurisés. Pour cela, on nous demande d'avoir des coussins de capital hybride de dette subordonnée, en plus de nos fonds propres durs très significatifs. Donc ça, c'est le ratio total de solvabilité. Le Forum de stabilité financière vient d'inventer ce qui s'appelle le Total Loss Absorbing Capacity, le TLAC, qui s'applique aux très grandes banques et qui est destiné à à faciliter les cas de difficultés. Si une grande banque venait à rencontrer des difficultés, la théorie du régulateur, c'est qu'elle doit avoir, si elle a 10% de fonds propres durs par rapport à ses actifs pondérés par les risques, elle doit avoir 10% de capital subordonné. Et la théorie du régulateur, c'est que, alors le vendredi, la banque a une difficulté. Pendant le week-end, l'autorité de résolution intervient. On efface la totalité du capital, les actionnaires ont tout perdu. On convertit, on transforme la dette subordonnée en equity. Merveilleux. Le lundi, pas de problème, la grande banque se retrouve avec 10% de fonds propres durs. Vous trouvez que c'est miraculeux? Moi aussi. Je ne suis pas sûr que cette technique qui est applicable à des petites banques soit applicable à un JP Morgan ou même à un groupe BPCE. Je sais simplement que les niveaux d'exigence qui seront ceux du régulateur seront tels que nos créanciers seniors seront effectivement bien protégés, puisque l'on parle de niveaux allant entre 19,5% et 23,5% de nos actifs pondérés par les risques représentés par du capital dur, de la dette hybride ou en tout cas de la dette subordonnée. Pour vous donner une idée, pour un groupe comme le nôtre, cela représente entre 80 et 90 milliards d'euros de capital subordonné. Aujourd'hui, nous en avons 60 milliards.
Donc, vous voyez à peu près ce que cela signifie comme travail sur notre bilan. Difficile d'augmenter la taille de son bilan dans ces conditions. Quatrième ratio, le ratio de levier. Quelle que soit la qualité de vos risques, vous devez mettre le même montant de capital en face. Vous avez du cash, 100 euros de cash, 4,5% de capital. 100 euros d'engagement equity, 4,5% de capital en face, au minimum. 4,5%, ce n'est pas la règle actuelle, c'est celle que nous anticipons. Ratio de levier. Et ensuite, les ratios, il y en a un dernier sur l'actif, c'est le ratio qui s'appelle Asset Encumbrance Ratio. Vous savez que nous émettons parfois pour financer nos activités, notamment en matière immobilière, de la dette dite covered, de la dette sécurisée. Eh bien, il faut vérifier que nous ne gageons pas une partie trop importante de notre bilan auprès de ces créanciers pour laisser tout de même une partie de l'actif disponible au cas où, en face de la dette non sécurisée. Sixième ratio, le ratio de liquidité court terme, qui nous demande de détenir des réserves de liquidité. Et donc le drame du trésorier, nous le vivons aujourd'hui, nous le vivons quotidiennement. Le groupe BPCE détient aujourd'hui 168 milliards d'euros de réserves de liquidité, 168 milliards d'euros, représentés par du cash. Quoi d'autre? Des titres d'État. Des titres d'État. Malheureusement, je dirais, malheureusement, parce que ce n'est pas notre métier que de détenir des titres d'État, mais nous sommes obligés de le faire, et puis des actifs qui sont éligibles au refinancement de la Banque centrale. Et c'est 168 milliards d'euros de réserves de liquidité. Et puis, le ratio de liquidité long terme. Ces 7 ratios, ils créent un cadre qui font que pour des banques qui sont fondamentalement comme les nôtres, comme notre groupe, des banques de financement, dont l'activité est fondamentalement de faire du financement, de faire du crédit, eh bien la croissance du bilan est quelque chose d'un peu révolu. Et donc il nous faut imaginer, pour financer nos clients, d'autres solutions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la conviction, et nous avons cette conviction depuis 2009, et nous savons que ce mouvement va s'amplifier, nous pensons qu'il va s'amplifier, nous pensons qu'il est, en tout cas en zone euro, absolument inéluctable. Il y aura une désintermédiation accrue du financement de l'économie européenne. À défaut, les banques ne parviendront pas à servir la demande qui s'adresse à elles. Aujourd'hui, tu l'as dit Philippe, la demande qui s'adresse à nous est malheureusement faible, en tout cas en zone euro. Nous n'avons donc, il faut bien le dire, pas beaucoup de difficultés pour la satisfaire. Si l'investissement devait s'accélérer, si nous devions avoir en face de cet investissement un taux de croissance de nos encours de crédit qui soit de nature à satisfaire une vraie croissance des investissements, nous aurions des difficultés à le faire par notre bilan. Donc, il faudra des intermédiaires. Et notre groupe doit s'inscrire dans ce mouvement de désintermédiation. Nous devons inventer d'autres solutions pour financer nos clients. C'est la raison pour laquelle, depuis 2009, et nous allons continuer, nous avons, avec Natixis, investi sur les plateformes de dette et sur les plateformes obligataires pour accompagner un nombre croissant de nos clients vers les marchés obligataires. Les grands corporates y sont habitués, les ETI y viennent, et nous développons des placements privés, nous développons le marché high yield, nous essayons d'emmener de plus en plus de nos clients vers ce type de financement, parce que c'est un impératif pour nous, pour essayer de continuer de financer leurs projets, de continuer d'être à leur côté, et puis de continuer d'être aux côtés de ceux qui n'ont pas de capacité de financement de substitution. Les particuliers, bien sûr, et puis les PME. Les PME n'iront pas directement sur le marché. Le coût d'accès au marché est trop élevé. Les PME doivent être financées par les banques. Et s'il y a une priorité de l'action des banques d'un point de vue macroéconomique dans les années qui viennent, ce doit être le financement des PME. Et donc nous devons garder dans nos bilans la capacité de financer ces clients-là. Donc voilà, au fond, les 3 grandes évolutions pour nous. La première grande évolution, changement technologique. Deuxième grande évolution, la mondialisation. Troisième grande évolution, le changement de réglementation qui nous conduit à une désintermédiation et qui doit nous conduire donc à être auprès de nos clients d'une autre manière et à nous financer, nous, d'une autre manière. Voilà. À partir de là,
On a fixé un certain nombre d'orientations stratégiques pour préparer notre groupe à ce monde de 2024. Et ces orientations, elles sont extrêmement simples. Hein. Elles consistent à dire, sur la base de quelques données fondamentales et quelques principes d'action fondamentaux qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous restons un groupe qui appartient à ses clients, nous restons un groupe coopératif, nous sommes un groupe de banques et d'assurances, nous ne faisons rien d'autre. Donc toutes les activités de diversification, nous les avons arrêtées ou nous les avons vendues, notamment les activités de diversification dans l'immobilier. Et puis, nous sommes un groupe qui travaille en totalité pour ses clients. 100% d'activité clientèle, pas d'activité de compte propre, sauf évidemment la gestion de notre trésorerie et de notre réserve de liquidité, évidemment. Mais sur la base de ces invariants, nous nous sommes fixés un certain nombre d'orientations. La première, c'est transformer nos banques de proximité pour en faire des banques digitales et humaines. Et ça, c'est très important, parce que nous sommes un réseau de distribution. Nous avons un réseau de distribution de physique. Et nous pensons que ce réseau de distribution n'est pas du tout condamné par la digitalisation. Nos clients souhaitent continuer d'avoir accès à des conseils, continuer d'avoir accès à un contact, continuer d'avoir accès à une compétence qui ne soit pas simplement une interface avec une machine. Simplement, ce ne sera pas le même réseau qu'avant. Donc, notre réseau de distribution, nous avons aujourd'hui un peu moins de 8000 points de vente. 8000 points de vente. C'est comme quand on est en guerre. Hein. Les points de vente, c'est l'occupation du territoire. Donc, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas de points de vente, vous n'existez pas. Votre part de marché, elle est corrélée à votre nombre de points de vente. Mais notre réseau va profondément évoluer, à la fois dans la nature des points de vente et dans leur nombre, et dans leur localisation, et dans le maillage que nous avons du territoire. Nos process vont considérablement évoluer, nos organisations vont considérablement évoluer, les compétences qui sont celles de nos salariés vont devoir évoluer, parce qu'il va falloir que nous les montions en compétences pour être capables justement d'apporter à nos clients ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire du conseil, une vraie valeur ajoutée. L'innovation devient une arme stratégique. Les systèmes d'information deviennent une arme stratégique. Et nous sommes engagés dans un certain nombre d'innovations, vous en connaissez certaines, qui visent à transformer, digitaliser nos banques de proximité. Et je pense que ça prendra 10 ans, au moins 10 ans. Parce que pour des tas de raisons qui ne sont pas seulement liées au fait qu'il soit compliqué de transformer des activités en France, mais pour des raisons beaucoup plus matérielles. Dans un territoire rural, lorsque vous avez une agence, très souvent cette agence est excédentaire en ressources. Pas beaucoup de crédit, mais beaucoup d'épargne. Si vous abandonnez cette agence, si vous fermez ce point de vente, qui n'est pas celui qui va vous coûter le plus cher en termes d'immobilier, vous êtes d'accord ? Eh bien, vous risquez de perdre cette clientèle. Et perdre cette clientèle, c'est perdre de la ressource. Et perdre de la ressource, c'est perdre de la capacité de présence sur le marché, auprès d'ailleurs de clients comme vous. Donc, évidemment, ça veut dire que nous accompagnons les évolutions. Mais ce sera une transformation en profondeur de notre réseau, de nos banques de proximité. La deuxième grande évolution, la deuxième ambition stratégique a consisté à dire nous sommes aujourd'hui un acteur important de l'épargne en France. Nous sommes un collecteur d'épargne très important. Nous collectons sous différentes formes à peu près en France, à peu près 570 milliards d'euros, donc c'est beaucoup. Nous voulons devenir un acteur majeur de l'épargne, sous toutes ses formes. L'épargne bilancielle, c'est-à-dire les dépôts que nous sommes capables de collecter, c'est le nerf de la guerre dans la nouvelle réglementation, mais pas seulement. Également l'épargne assurance en France. L'assurance vie est évidemment, en France, 40% de l'épargne des Français. Nous voulons devenir un acteur majeur de l'assurance vie. Et nous voulons devenir un acteur majeur de l'assurance en général. Gestion d'actifs, qui est une autre forme de collecte d'épargne, nous avons l'ambition de continuer de croître dans ce métier de la gestion d'actifs. Donc devenir un acteur majeur de l'épargne. La raison fondamentale qui est derrière,
c'est que c'est la façon dont nous pourrons demain financer nos autres activités. Troisième ambition stratégique, c'est lié à celle qui a trait à l'épargne, eh bien, modifier en profondeur nos propres méthodes de travail pour être capable d'être toujours demain en financement auprès de nos clients. Donc c'est chez Natixis ce que nous appelons le originate to distribute. Nous originons des crédits, ou des prêts, ou des actifs, nous en redistribuons une partie au marché. Jamais la totalité, mais une partie. Pourquoi? Mais pour être capable, c'est simple comme bonjour, d'originer davantage, d'être davantage auprès de nos clients, tout en ayant un bilan et une allocation de capital constante, qui ne bouge pas. Et donc, nous redistribuons à des investisseurs, des assureurs, des fonds de pension, une partie des crédits que nous originons. Toujours une partie, jamais la totalité, parce que nous voulons garder un alignement d'intérêts avec les investisseurs, parce que nous voulons maintenir une culture du crédit et une culture du risque à l'intérieur de la banque. Ça n'est pas originate and run, hein, c'est originate and distribute. Donc nous gardons une partie parce que nous voulons aussi garder une relation durable avec nos clients. Une facilité, un crédit, eh bien ça se restructure, ça vit. Et donc ça, c'est autant d'occasions de contact avec vous et de discussion avec vous. Et nous ne voulons pas que vous ayez en face de vous des gens que vous n'apprécieriez peut-être pas fondamentalement, et parce que la relation, nous pensons qu'elle doit être durable avec vous. Donc, originate to distribute, c'est une manière de se financer différemment. Il me reste exactement 40 secondes. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Là, parce que je vois Philippe qui se regarde sa montre, et je m'en voudrais que vous fassiez la même chose, mais il reste plus que 30 secondes, donc c'est ennuyeux. Donc, originate to distribute, un financement plus important par un outil de financement sécurisé qui s'appelle la Société de crédit foncier. Nous pouvons y loger, par exemple, nos prêts aux collectivités locales. C'est encore une manière de travailler différemment sur notre financement. En tout cas, essayer de garder un bilan pas tout à fait constant, mais en tout cas en croissance faible, tout en étant toujours présent auprès de nos clients. Et garder nos capacités d'intervention en bilan pour ceux qui n'ont pas d'autre solution que celle-là, c'est-à-dire notamment les PME. Quatrième évolution, nous développer en dehors de nos frontières. Alors, c'est évidemment dans la banque de grande clientèle, c'est-à-dire dans nos métiers mondiaux, banque de grande clientèle et gestion d'actifs. Donc, investir principalement en dehors de nos frontières. Pour la banque de grande clientèle, sur les métiers que nous connaissons, sur les lignes de métiers sur lesquelles nous avons une expertise qui est une expertise mondiale et où nous sommes capables d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Pas sur la totalité, nous ne serons jamais, par exemple, un acteur du Forex comme peut l'être un Citi ou un Barclays ou un Deutsche Bank. En revanche, nous sommes capables de proposer ce service-là à nos clients. Mais nous n'avons pas l'intention de devenir un acteur global. En revanche, sur un certain nombre de lignes de métier, nous sommes capables d'apporter une expertise mondiale sur toutes les grandes places financières. Nous sommes présents. C'est le cas, par exemple, en énergie, matières premières. C'est le cas dans d'autres secteurs, en financement de projets, en financement d'infrastructures, où nous avons des compétences. Donc, également dans la gestion d'actifs, investissement pour accroître notre capacité d'intervention, et ce, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et en Asie. Donc voilà, au fond, notre plan stratégique, il est extrêmement simple. C'est la digitalisation, c'est l'épargne, c'est l'international, et c'est notre capacité à, de cette manière-là, accompagner les évolutions de nos clients. Alors, ça ne vous dit pas ce que sera le monde en 2024, mais si vous trouvez quelqu'un qui est capable de vous dire et de vous expliquer ce que sera le monde en 2024, n'hésitez pas à me le présenter. Je serai très heureux d'en discuter avec lui. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur Perrol. Nous allons quand même prendre le temps de quelques questions. Donc, je vais m'adresser à Valérie et Véronique pour l'application et nous passerons la parole à la salle après. Y a-t-il des questions ?
Et Laurence. Alors, nous avons oui, de nombreuses questions concernant finalement la mutation du modèle bancaire. Donc, une question déjà, 10 ans de mutation, n'est-ce pas très long au regard de la modification des comportements que vous avez évoqués au début de votre intervention? Et les banques traditionnelles n'ont-elles donc pas un risque de fondre leur fonds de commerce, avec d'un côté la désintermédiation du financement aux entreprises et de l'autre côté, effectivement, la digitalisation accélérée et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le retail? Et autre question qui concerne plus particulièrement votre établissement, la structure originale de votre structure capitalistique vous permet-elle d'envisager sereinement donc, la gestion de ces mutations à la fois technologiques et géographiques? Alors, il y a deux très très bonnes questions, évidemment. La première est une question absolument fondamentale, c'est le rythme qui sera celui de la digitalisation. Je pense que ce rythme sera probablement plus rapide que celui que nous imaginons. Aujourd'hui, nous voyons la fréquentation des agences évoluer à la baisse sur un rythme annuel qui est maintenant un rythme à 2 chiffres. Auparavant, on était sur un rythme à 1 chiffre, maintenant on est sur un rythme à 2 chiffres. Nous voyons que de nouveaux acteurs qui ne sont pas bancaires interviennent dans le domaine des paiements, dans le domaine, Apple vient de lancer son Apple Pay aux États-Unis, interviennent dans le domaine de la gestion d'actifs. Alibaba a lancé récemment un fonds, un mutual fund en Chine. Au bout de 9 mois, ils ont collecté 80 milliards de dollars. Bon, évidemment, honnêtement, je ne suis pas sûr que j'investirais. Je pense que le produit est un peu pour joueurs. Mais enfin, j'ai compris que ça collait bien à la psychologie de la clientèle. Et donc, bon. Donc, il est probable que ces évolutions iront plus vite. Je dis simplement 10 ans parce que cela me semble être le rythme auquel nous sommes capables de réaliser complètement cette évolution. S'il nous faut aller plus vite, nous irons plus vite. Mais je pense qu'il nous faut 10 ans pour transformer des organisations comme celle-là. Ce serait extrêmement présomptueux et au fond pas très réaliste d'expliquer que nous sommes capables de le faire en 3 ans ou que nous sommes capables de le faire en 5 ans. Je ne le crois pas. Je pense que nous irons au rythme des évolutions de nos clients, nous essaierons de les accompagner, nous sommes capables de transformer nos organisations et d'avoir les bonnes innovations, d'être présents auprès d'eux de différentes manières, mais sur l'organisation, 102 000 personnes en France, 102 000 personnes en France, il ne serait pas tout à fait honnête de considérer qu'on ira beaucoup plus vite que cela. Voilà. Moi, c'est mon sentiment. Je crois que c'est le rythme auquel on est capable d'aller. Et je ne crois pas voilà, il y aura le rythme de nos concurrents aussi. On verra. On sera capable de s'adapter. L'application bancaire la plus utilisée sur mobile, alors ça ne se sait pas beaucoup en France, mais c'est l'application Caisse d'épargne. On a, et c'est l'application bancaire la plus utilisée. On a, je crois, 4 millions, c'est ça, 4 millions d'utilisateurs aujourd'hui actifs de cette application. Vous voyez. Là, le groupe bancaire qui a inventé CEPAMEL, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire la possibilité pour les grands facturiers, c'est sûrement certains d'entre vous qui sont chez ces grands facturiers, c'est la possibilité de payer une facture par multicanal, Internet, mobile, etc. Ça, c'est une invention, une innovation BPCE, c'est une invention BPCE. Qu'ensuite on a perfectionné avec le Crédit Mutuel, puis qu'ensuite on est allé proposer à nos collègues BNP, Société Générale, Crédit Agricole, et aujourd'hui on a une solution de place qui est une vraie solution innovante. Le paiement sur Twitter,
C'est un peu plus gadget, vous me direz. Quoique, on n'a jamais autant parlé du groupe BPCE en dehors de France qu'avec le paiement sur Twitter. C'est une innovation BPCE. À la fin du mois d'août, on a proposé à Twitter une solution de transfert de paiement d'argent par tweet. Bon. Ils l'ont accepté, ils sont assez réactifs. On l'a développé en un mois. Hein, donc on est capable d'aller vite quand il faut. Petite équipe. À côté de l'IT traditionnel, ce n'est pas l'IT traditionnel, petite équipe, c'est commercialisé début octobre. Et donc vous pouvez payer et transférer de l'argent à quelqu'un de votre connaissance, à une association, par Twitter. N'hésitez pas à l'utiliser, il faut vous enrôler pour cela sur une plateforme du groupe qui s'appelle S-Money et qui est une très bonne plateforme. Je vous signale simplement que c'est dans l'environnement de Twitter. Donc si vous souhaitez transférer de l'argent à une personne de votre connaissance, soyez prudent parce que le transfert est public. Donc évidemment, il faut que vous acceptiez l'idée que le transfert est public. Mais si Twitter nous demande de faire une solution qui est une solution privative, c'est-à-dire que ce transfert ne sera connu de personne, eh bien à ce moment-là, nous pourrons évidemment la proposer. La possibilité, vous avez aujourd'hui, avec une solution BPCE, la possibilité, si vous êtes, ce qui n'est pas votre cas, je pense, mais si vous êtes commerçant itinérant, hein, si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous vendez des pizzas sur les places ou à côté lors des fêtes de village, eh bien, vous avez un produit BPCE qui vous permet de transformer votre smartphone en caisse enregistreuse. Vous avez une petite application, ça s'appelle Delizy, vous la téléchargez, vous y enregistrez vos produits, la margarita, la calzone, etc. Et puis, vous pouvez enregistrer les paiements par mobile. Voilà. Ça, c'est une solution du groupe BPCE dont je dois dire qu'on s'est un peu inspiré de ce que fait une société américaine qui s'appelle Square, qui a développé cette application. Pour les chauffeurs de taxi, très utile. Hein. Voilà. Vous pouvez le faire évidemment sur tablette. Et ensuite, on peut proposer, si vous êtes commerçant itinérant, on vous proposera la gestion de votre budget, poste à poste, l'évolution de vos dépenses. On vous proposera, pourquoi pas, d'analyser un peu qui sont vos clients, d'où ils viennent, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc tout ça, ce sont des innovations du groupe BPCE. Demain, plutôt en 2015, c'est pas demain, mais c'est demain, les 2,3 millions d'étudiants de France seront équipés d'une carte pour aller payer dans les restaurants universitaires, ce qui rendra leur expérience dans ces restaurants certainement beaucoup plus agréable. Hein? Car nous ne sommes pas en charge de la cuisine, mais du système de paiement. Oui, mais c'est très important, 2,3 millions d'étudiants, 200 000 universitaires qui seront équipés d'une solution qui est développée par S-Money. Et autour de cette carte, nous allons proposer des services qui sont des services sur un portail avec la possibilité d'accéder à des tas de services complémentaires. Vous voyez ? Donc, moi, je suis convaincu qu'on a la capacité de se transformer. Mais pour ça, il faut mener un travail qui est un travail, en fait, de fourmi, de fond, dans notre organisation pour que tous nos dirigeants, tous nos responsables soient bien convaincus que c'est leur première priorité, voilà, que c'est ce qu'il y a de plus important, et pour que nous ayons la capacité d'accompagner nos clients. Donc oui, moi je dis quand même que ça prendra 10 ans. Hein. Alors si ça prend 5 ans, tant mieux, c'est qu'on a été très bon, mais si ça prend 3 ans, alors là on a été exceptionnel, mais il ne faut pas trop... faut pas trop se promettre, quoi. Il faut faire ce qu'on est capable de faire. La deuxième question, du coup, je l'ai complètement oubliée. Laurence ? C'était en les fait capacités. Ah oui, pour un groupe comme le nôtre. Voilà. Ah oui, ça c'est une très très bonne question. Notre groupe est ce que je vous ai dit, hein, notre groupe est un socle de banques qui sont des banques régionales. Et donc, il y a effectivement une difficulté. C'est-à-dire qu'il serait absurde de dire qu'il n'y a pas de difficulté. Il y a une difficulté qui est liée au fait que, au fond, vous êtes banque régionale, vos clients sont en région, votre territoire est en région, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais aller, grand Dieu, foutre dans le Zambèze, vous voyez, la Corrèze plutôt que le Zambèze. Hein? Bon. Alors,
Non, mais c'est une vraie difficulté parce que vous ne pouvez pas mener un projet s'il n'y a pas une adhésion de ceux qui le portent et de ceux qui participent. Et donc cette adhésion doit être complète, elle doit être réelle. Mais en réalité, on s'aperçoit que nos banques régionales et leurs clients, ils sont aussi dans la vie. Ils sont aussi dans la vie économique. Ils sont aussi dans la vie du monde. Et donc, ils savent, et ils voient bien que, y compris pour leurs clients PME, l'international, c'est un enjeu. Ils voient bien que travailler pour un sous-traitant d'Airbus, c'est très bien en région. Travailler pour Airbus, c'est pas plus con entre nous. Voyez ? Et donc, être capable de travailler pour Airbus, d'être en financement, d'être en couverture de change, d'être en financement d'acquisition, d'être en obligataire, d'être en equity, quelque part, ce n'est pas forcément plus idiot que de travailler pour un sous-traitant. C'est même très complémentaire. Et donc, nos banques régionales, elles sont inscrites aussi dans la vie du monde. Et nos banquiers régionaux sont des entrepreneurs. Et comme tous les entrepreneurs, ils ont envie de se développer. Et ils ont envie que leur groupe, auquel ils appartiennent, se développe et porte des ambitions au-delà des frontières. Et voilà. Et donc, on arrive effectivement à faire partager l'ambition. Mais c'est ça le plus important. Ensuite, quels moyens est-ce qu'on est capable d'y consacrer ? Parce qu'on n'aurait par exemple pas accès au marché des capitaux. Ce n'est pas tout à fait exact. On a accès au marché des capitaux via Natixis. Donc on sait ménager un accès au marché des capitaux. Et puis notre structure de capital, si on la manage bien, si on la manage avec discipline, si on la manage avec sérieux, elle est capable d'être extrêmement résiliente. Depuis 2009, les fonds propres durs du groupe, depuis juin 2009, depuis sa création, sont passés de 23 milliards d'euros à 46 milliards d'euros. En termes absolus, hein, en 5 ans, un peu moins de 5 ans. Donc, notre structure, elle est en réalité résiliente. Si, une fois de plus, si on est sérieux, si on est discipliné, si on a la capacité d'anticiper ce que nous avons fait, si nous donnons comme priorité le renforcement de notre structure financière pour être capable, le moment venu, de réaliser des investissements qui nous paraissent adéquats. Donc oui, je crois qu'on a la capacité d'effectivement de faire cette transformation. Sans faire de bruit, entre 2009 et 2014, nous avons progressivement vu évoluer notre gestion d'actifs. Elle est beaucoup plus internationale qu'elle ne l'était auparavant, mais c'est lié à la dynamique des différents marchés. Le marché américain a aujourd'hui une dynamique qui n'a rien à voir avec la dynamique du marché européen. Et alors je le dis aux clients que vous êtes, les marges ils sont beaucoup plus sympathiques pour nous également qu'elles ne le sont ici. Mais c'est peut-être parce que vous êtes de meilleurs négociateurs que les clients américains. Ou c'est peut-être que le marché est structuré différemment. Donc oui, moi je crois qu'on a la capacité de le faire. Est-ce qu'on va passer en 5 ans de 80% de bilan en France à 40% de bilan en France? Non, évidemment que non. Les montants sont trop importants. Mais progressivement, je pense que nous sommes capables de développer une culture internationale dans le groupe. Mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps, là aussi. Il ne faut pas expliquer qu'en 5 ans, on va le faire. Ça, je n'y crois pas. Il faut expliquer, en revanche, qu'on est capable d'y travailler méthodiquement dans la durée et d'apprendre peu à peu. C'est ce que nous essayons de faire. Monsieur Perrol, nous pourrions vous écouter toute la matinée tant votre discours est passionnant. Mais vous avez raison. En même temps, je n'ai pas toute la matinée. Malheureusement, le temps nous manque. Bon, écoutez, en tout cas, moi j'étais très heureux de vous parler. Merci Philippe et merci à vous de m'avoir invité. Je crois qu'il est très important qu'on ait des occasions de dialogue et d'échange avec nos clients, entre banques et clients. Alors vous me direz, là, j'ai un peu moi qui ai parlé tout le temps, mais enfin, la prochaine fois, il y aura, j'espère, plus de temps pour les questions. Voilà. Alors, vous nous avez parlé de la mondialisation qui est inéluctable. Xavier Fontanet nous a parlé hier d'une mondialisation heureuse. Donc, j'ai le plaisir de vous remettre son dernier livre qu'il vous a dédicacé personnellement. Oh là, alors là. Merci encore. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut vous applaudir. Merci.